Imagine une ville si puissante que ses murs pouvaient accueillir des quadriges entiers se croisant au sommet. Une ville si immense qu'elle abritait 200 000 habitants, à une époque où Rome n'était encore qu'un village. Une ville si belle que ses portes en briques bleues, recouvertes de lions et de dragons, étincelaient au soleil. Et pourtant, aujourd'hui, il ne reste presque rien. Des briques effondrées, du sable et le vent. Comment la capitale du monde antique a-t-elle pu disparaître aussi totalement? Voilà la question à laquelle on va répondre. Mais avant ça, je dois te révéler quelque chose d'encore plus troublant. La Babylone dont tout le monde parle, celle d'Hammurabi, celle des lois, a été détruite, rasée, noyée sous les eaux. Les ruines que les archéologues ont découvertes, ce n'est pas cette Babylone-là. C'est une autre ville, construite des siècles plus tard, sur les cendres de la première. La légende est née avant les pierres qui nous restent d'elle. Aujourd'hui, je t'emmène traverser 1000 ans d'histoire à toute allure. On va parler de guerre, de lois révolutionnaires, de rois fous, de jardins suspendus, de portes monumentales et de la chute la plus brutale de l'Antiquité. Accroche-toi, ça commence maintenant. On est en Mésopotamie, entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. C'est ici que la civilisation humaine a posé ses premières vraies fondations, l'écriture, les premières villes, les premiers États organisés. Et c'est ici, dans ce coin de terre extraordinairement fertile, qu'une petite cité sans gloire va progressivement devenir le centre du monde. Son nom en sumérien était Kading, ce qui signifiait « porte de Dieu ». Plus tard, en akkadien, elle s'appelait Bab-Ilou, même sens, porte de Dieu. Et de là, les Grecs ont donné au monde entier le mot qu'on connaît encore aujourd'hui, Babylone. Mais avant que Babylone devienne grande, il faut comprendre le contexte dans lequel elle est née. Nous sommes aux alentours de 2000 avant notre ère. Le puissant empire suméro-akkadien vient de s'effondrer. Des tribus nomades amorites déferlent de partout. Les récoltes brûlent. Le peuple se soulève. Les Élamites au sud réclament leur indépendance. La Mésopotamie devient une arène. Chaque cité-État veut sa part du gâteau. Isin, Lassa, l'Assyrie, Mari, Eshnouna, l'Élam. Personne n'a assez de force pour dominer les autres. C'est le chaos. Et dans ce chaos, une tribu amorite s'empare d'une petite ville. Cette ville, c'est Babylone. Un siècle après la prise de la ville par les Amorites, un chef de clan nommé Sumu-Abum prend le pouvoir. C'est lui qu'on considère comme le fondateur de la première dynastie babylonienne. Il n'est pas révolutionnaire, mais il est pragmatique. Il construit des murs défensifs autour de la ville. Il creuse des canaux pour l'alimenter en eau. Il bâtit des temples. Il lance des campagnes militaires, capture des villes voisines, forme des alliances avec d'autres rois. À sa mort, Babylone n'est plus une bourgade. C'est un territoire, pas encore un empire, pas encore une légende, mais la graine est plantée. 6 générations après Sumu-Abum, un homme monte sur le trône de Babylone. Son nom, Hammurabi. Le sens exact de ce nom fait encore débat. Certains historiens le traduisent comme « l'ancêtre est grand ». Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il naît au début du 19e siècle avant notre ère. Au même moment, on termine Stonehenge. 2 mondes, 2 réalités. Et pourtant, des hommes qui bâtissent des choses monumentales pour laisser une trace. Quand Hammurabi monte sur le trône, Babylone est loin d'être la première puissance de la région. À l'ouest, Lassa. À l'est, Eshnouna. Au nord, Shamshi-Adad Ier, qui contrôle presque toute la haute Mésopotamie. Et au sud, l'Élam. Hammurabi hérite d'un royaume coincé de toutes parts. Alors, que fait-il en arrivant au pouvoir? Il commence par annuler toutes les dettes. Oui, son premier acte de règne, c'est ça. Pas une guerre, pas une conquête, une annulation de dettes. Il restaure ensuite des temples, renforce les remparts, creuse des canaux. Ce n'est qu'à sa 7e année de règne qu'il lance sa première campagne militaire, contre les villes d'Isin et d'Uruk. Ce qui distingue Hammurabi des autres rois de son époque, c'est son intelligence stratégique. Il ne cherche pas à tout conquérir d'un coup. Il observe, il noue des alliances.
Il laisse ses ennemis s'affaiblir entre eux. Il s'allie d'abord avec Shamshi-Adad Ier, le maître de la haute Mésopotamie. Puis, quand ce dernier meurt et que son empire se fragmente, Hammurabi en profite pour absorber ce que les autres n'arrivent plus à tenir. Sa vraie phase de conquête ne commence qu'à la 30e année de son règne, soit presque 3 décennies après avoir pris le trône. Il défait alors les forces combinées d'Eshnunna, de Malgium et de l'Élam. Puis il se retourne contre Rim-Sin, le roi de Lhasa, son ancien rival de toujours. Rim-Sin résiste 1 mois sous le siège, puis capitule. Hammurabi lui prend son titre, père des Amorites, et continue sa route. À la 38e année de son règne, il contrôle toute la Mésopotamie. Pour la première fois depuis des siècles, la région est unifiée sous un seul souverain. Mais la vraie révolution d'Hammurabi n'est pas militaire, c'est juridique. Après avoir consolidé son empire, il fait graver un code de loi sur une stèle de diorite noire de plus de 2 mètres de haut. En haut du monument, Hammurabi debout face au dieu Shamash qui lui remet les lois. Un message clair, ces lois viennent des dieux, mais elles parlent aux hommes. Ce code contient 282 articles. Et ce qui le rend extraordinaire pour l'époque, c'est ce qu'il couvre. La structure de la société babylonienne. La société est divisée en 3 groupes. Les Awilum, les hommes libres. Les Mushkinum, les dépendants libérés, ni tout à fait libres, ni esclaves. Et les Wardum, les esclaves. Mais voilà ce qui est fascinant. Personne ne naît sans droit dans ce système. Si un homme libre a des enfants avec une esclave, ses enfants sont libres. Et la mère esclave ne peut pas être vendue. Un regard révolutionnaire sur les femmes. Pour l'époque, les droits des femmes sont stupéfiants. Une femme est une personne à part entière. Elle peut hériter, elle peut témoigner en justice. Si son mari accumule des dettes avant le mariage, elle peut le quitter sans perdre ses biens. Si son mari la trompe, la maltraite ou l'accuse faussement. Elle peut porter l'affaire devant un tribunal, et si elle gagne, elle peut divorcer et se remarier. Est-ce que l'Europe a atteint ce niveau de droit des femmes? La loi du talion, mais pas pour tout le monde. Le code d'Hammurabi est aussi célèbre pour son principe de talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais attention, ce principe est modulé selon le statut social. Si un homme libre crève l'œil d'un autre homme libre, on lui crève l'œil. Si le même homme crève l'œil d'un mushkinum, il paye une amende en argent. Si c'est l'œil d'un esclave, il rembourse la moitié de la valeur. C'est inégalitaire, oui. Mais dans un monde où les rois étaient au-dessus de toute loi, c'était déjà une révolution. La séparation du religieux et du juridique. L'autre grande rupture d'Hammurabi, les crimes ne sont plus traités comme des violations divines. Ils sont traités comme des offenses contre la société et contre les individus. Les juges sont des hommes nommés par le roi, issus de la cité. Les prêtres ne sont plus que des assistants. Un juge qui ne respecte pas la loi peut être destitué. C'est la première ébauche d'un état de droit. Voilà pourquoi Hammurabi est encore cité aujourd'hui dans toutes les facultés de droit du monde. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Hammurabi meurt. Et avec lui, l'âge d'or de la première Babylone commence à s'éteindre. Ses successeurs n'ont pas son talent. L'empire se fragmente. Les peuples vassaux reprennent leur indépendance. Les frontières reculent. Pendant 5 siècles, Babylone survit mais ne domine plus. Elle subit. Et la menace qui grandit au nord est terrifiante. L'Assyrie. Au 8e siècle avant notre ère, Babylone est affaiblie. Pour repousser les raids chaldéens qui la pillent, elle fait appel à ses ennemis assyriens. Mauvais calcul. Les Assyriens chassent les Chaldéens, oui, mais ils en profitent pour installer leur propre gouverneur à Babylone. La Grande Babylone est désormais une province assyrienne. Et les Babyloniens ne l'acceptent pas. Ils se soulèvent encore et encore. Le roi assyrien Sinakhérib est un homme d'une brutalité peu commune, même pour l'Antiquité. Il essaie d'abord de gérer Babylone à distance. Il installe un roi fantoche, un jeune aristocrate babylonien élevé à la cour assyrienne, qu'il appelle, et ce détail est savoureux, le chiot élevé dans mon palais. Mais le chiot retrouve ses crocs. Bel-Ibni conspire avec les Babyloniens et déclenche une révolte. Sinakhérib l'écrase et le remplace par son propre fils. Mais son fils est capturé par les Élamites et vraisemblablement exécuté. Une révolte succède à une autre. Sinakhérib est à bout.
Alors il prend une décision qui va marquer les mémoires pour toujours. Il décide de raser Babylone. Il fait graver sa victoire dans la pierre. Voilà ce qu'il écrit. « De leur corps, j'ai rempli les places de la ville. L'or et les pierres précieuses, je les ai partagées entre mes soldats. Les dieux qui habitèrent la ville ont été brisés par mes guerriers. La ville et ses maisons, du fondement au toit, j'ai tout détruit et j'ai livré les ruines aux flammes. » Et comme si cela ne suffisait pas, il ordonne de percer les berges de la rivière Arachtu qui traversait la ville. L'eau envahit les rues. Les ruines calcinées disparaissent sous la boue. Babylone, la Babylone d'Hammurabi, la Babylone légendaire, n'existe plus. En 681 avant notre ère, quelque chose se produit qui va électriser tout le Moyen-Orient. Sennacherib est assassiné par ses propres fils. Pour les peuples de Mésopotamie, ce n'est pas une banale intrigue de palais. C'est le jugement des dieux. Marduk, dont la statue avait été arrachée de son temple et profanée, avait exigé son prix, en sang. La nouvelle se répand comme un feu dans toute la région. Le roi qui avait osé détruire la ville sainte a été puni par les dieux eux-mêmes. Et la reconstruction peut commencer. 20 ans de travaux, les meilleurs artisans du monde connus. Des palais plus grands, plus splendides que les précédents, s'élèvent sur les ruines. C'est cette Babylone-là, la Babylone néo-babylonienne, dont les traces subsistent aujourd'hui dans le désert irakien. Et c'est dans ce contexte qu'un personnage va entrer en scène, le dernier grand roi, celui qui va amener Babylone à son second et ultime âge d'or. Nabuchodonosor II naît vers 630 avant notre ère. À peu près au même moment, en Grèce antique, naissent Sappho la poétesse et Solon, le fondateur de la démocratie. Deux mondes, deux façons de penser l'humanité. La Grèce vers la démocratie, Babylone vers la monarchie absolue et la grandeur architecturale. Son nom, en akkadien, signifie « Ô Nabu, protège mon premier-né ». Nabu est le dieu de la sagesse. Il hérite d'un empire qui s'étend déjà sur toute la Mésopotamie, après que son père Nabopolassar eut renversé la domination assyrienne et fondé la 10e dynastie néo-babylonienne. Nabopolassar avait même eu la satisfaction de détruire Ninive, la grande capitale assyrienne, en 612 avant notre ère. Son fils, lui, va transformer Babylone en quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. L'une des premières grandes décisions de Nabuchodonosor II est de restaurer la ziggourate de l'époque d'Hammurabi. Cette ziggourate s'appelle Etemenanki, ce qui signifie « la maison de la fondation du ciel et de la terre ». Elle est dédiée au dieu suprême de Babylone, Marduk. Une fois restaurée, elle devient la structure la plus haute de toute la Mésopotamie. Et c'est elle qui va inspirer, des siècles plus tard, le mythe de la tour de Babel. Dans la Bible, la tour de Babel est présentée comme un acte d'orgueil humain que Dieu punit. Dans la réalité babylonienne, c'était un acte de dévotion, une offre à Marduk, un monument à la gloire de la cité. Deux lectures, deux civilisations, et une même fascination pour cette tour qui touchait le ciel. Et puis il y a les jardins, les fameux jardins suspendus. La légende dit que Nabuchodonosor les a fait construire pour sa femme, Amytis, une princesse mède. Amytis souffrait à Babylone. La ville était poussiéreuse, plate, brûlante. Elle venait des forêts verdoyantes et des montagnes fraîches de la Médie. Alors son mari lui a offert une montagne artificielle, avec des terrasses couvertes d'arbres, de fleurs, de plantes grimpantes, alimentées par des systèmes d'irrigation sophistiqués. Un coin de paradis au cœur du désert. Mais voilà ce qui est troublant. Pas un seul texte babylonien de l'époque ne mentionne ces jardins. Tout ce qu'on sait vient de sources grecques et romaines, écrites des siècles après les faits. Les jardins suspendus sont la seule des 7 merveilles du monde dont on ne sait même pas avec certitude si elle a existé. Peut-être sont-ils une métaphore, un idéal, une exagération de voyageurs émerveillés? Ou peut-être étaient-ils tellement extraordinaires qu'ils ont survécu dans la mémoire humaine malgré l'absence de preuves. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ce que Nabuchodonosor a construit autour de la ville. Il a érigé une double muraille dont l'épaisseur combinée atteignait environ 27 mètres. Pour comparaison, la Grande Muraille de Chine fait entre 4,5 et 9 mètres de large. Les murailles babyloniennes étaient 3 à 6 fois plus épaisses. Sur le sommet de ces murailles, des chars tirés par 4 chevaux pouvaient se croiser sans problème.
La ville elle-même couvrait environ 890 hectares, une surface comparable au centre-ville de Chicago. Et sa population? Environ 200 000 habitants. Babylone est alors, très vraisemblablement, la première ville de l'histoire humaine à dépasser le seuil des 200 000 habitants. Mais si tu ne devais retenir qu'une seule chose de la Babylone de Nabuchodonosor, que ce soit la porte d'Ishtar. C'était l'entrée principale de la ville, et elle était conçue pour couper le souffle à quiconque s'en approchait. Elle s'élevait à plus de 15 mètres au-dessus du sol, et ses fondations s'enfonçaient encore 14 mètres en dessous. Hauteur totale, 29 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 9 étages. Mais ce n'est pas la taille qui était stupéfiante, c'est la couleur. L'intégralité de la façade était recouverte de briques émaillées d'un bleu cobalt intense. Un revêtement vitrifié qui scintillait sous le soleil d'une telle façon que, de loin, la porte semblait taillée dans du lapis lazuli, la pierre bleue la plus précieuse de l'Antiquité. Rien de tel n'existait nulle part ailleurs dans le monde. Sur ce fond bleu, 575 dragons et taureaux en relief disposés en 13 rangées. Chaque figure assemblée à partir de briques moulées individuellement comme un immense puzzle de céramique. Une fois passé la porte d'Ishtar, tu te retrouvais sur la voie processionnelle, plus d'1 kilomètre de long, jusqu'à 20 mètres de large, plus large que Broadway à New York. De chaque côté, des murs de 15 mètres de haut, ornés de 120 lions en céramique émaillée, grandeur nature. Chaque lion faisait environ 2 mètres de long, assemblé à partir de 46 briques différentes. Et voici le détail qui montre à quel point tout était calculé, pensé, voulu. Les lions du mur est avancé la patte gauche en avant. Ceux du mur ouest avançaient la patte droite. En marchant vers la porte, il semblait que 2 colonnes de lions convergeaient vers toi de chaque côté. C'était une mise en scène, un décor de pouvoir total. Le royaume néo-babylonien ne dure qu'1 siècle environ. À la mort de Nabuchodonosor II, quelque chose se brise. Ses successeurs n'ont ni son génie ni son autorité. Ils se succèdent dans l'instabilité. Les complots se multiplient. La cohésion de l'Empire se désintègre. Et pendant ce temps, à l'Est, une nouvelle puissance monte, plus organisée, plus mobile, plus redoutable, les Perses. En 539 avant notre ère, Cyrus II de Perse entre dans Babylone. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont il le fait, sans siège, sans carnage, en se présentant comme le libérateur du peuple babylonien. Il se proclame le roi légitime, choisi par Marduk lui-même. Il restaure les temples. Il respecte les traditions locales. Babylone est conquise, et la ville ne s'en rend presque pas compte. Pour les habitants, c'est une nouvelle administration, pas une destruction. Babylone garde même une certaine autonomie. Mais en 481 avant notre ère, tout bascule. Les Babyloniens se soulèvent contre la domination perse. Le roi Xerxès écrase la révolte, brutalement. Et comme Sennacherib avant lui, il veut frapper là où ça fait le plus mal. Il ordonne l'emport de la statue de Marduk. Le dieu protecteur de Babylone quitte sa ville, et avec lui, quelque chose de fondamental se rompt. L'âme de la ville. Babylone n'a plus de dieu, elle n'a plus d'avenir. La ville va continuer à exister pendant encore des siècles, de plus en plus dépeuplée, de plus en plus silencieuse. Alexandre le Grand entrera dans ses murs en 331 avant notre ère et voudra la restaurer. Mais il mourra avant d'avoir pu le faire. Progressivement, les habitants partent, les canaux s'ensablent, les briques se délitent. Le désert reprend ce que l'homme avait pris au désert. Revenons là où on avait commencé. Comment une ville peut-elle être devenue une légende et tomber en ruine, avant même d'exister sous la forme dont on parle? Tu as maintenant la réponse. La Babylone d'Hammurabi, la ville légendaire, celle des lois, celle de la puissance, a été détruite par Sennacherib. Elle a disparu physiquement. Les ruines qui se trouvent aujourd'hui dans le désert irakien appartiennent à une autre Babylone, celle de Nabuchodonosor II, construite sur les cendres de la première 2 siècles plus tard. La légende est née avec la première. Les pierres qui restent appartiennent à la seconde. On connaît Babylone par sa seconde vie, mais on s'en souvient pour la première. Et c'est peut-être le plus beau paradoxe de l'histoire humaine. Les choses les plus puissantes ne meurent pas quand elles sont détruites. Elles meurent quand on cesse de s'en souvenir. Babylone n'est pas morte. Elle vit dans chaque code de loi, dans chaque ville entourée de murs, dans chaque jardin qu'on crée,
pour quelqu'un qu'on aime. Et elle vit dans cette vidéo que tu viens de regarder. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi.